Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme français porté pendant la campagne de France 1940. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne, provoquant l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne le surlendemain. La Blitzkrieg, la guerre éclair, a foudroyé la Pologne en 3 semaines. Et s'ensuit la drôle de guerre. Les deux voisins étant en guerre, mais aucun ne prend l'initiative de démarrer des opérations de grande envergure. Cela permet aux Français et Britanniques d'amasser des ressources grâce à leurs empires coloniaux. Et l'Allemagne s'affaiblit petit à petit à cause du blocus. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes attaquent la Belgique et la Hollande, sans tenir compte de la neutralité de ces deux pays. Les Français et Anglais, en attente dans le nord, viennent à leur rencontre. Mais les Allemands décident de passer par les Ardennes, en direction de la Meuse, région peu défendue car le massif des Ardennes était considéré comme un obstacle naturel. Dès le 13 mai, le général Guderian et ses panzers franchissent la Meuse à Sedan, Givet et Dinant. Les troupes motorisées allemandes s'infiltrent dans la brèche ouverte en fonçant en direction de la Somme et d'Abbeville. Le 15 mai, le président du Conseil, Paul Reynaud, a dit à Churchill « La contre-attaque menée contre les Allemands à Sedan a échoué. La route de Paris est ouverte, la bataille est perdue. » Les armées allemandes atteignent la Somme le 20 mai, la Manche au niveau de Boulogne le 22 mai. Prises au piège, les armées françaises et britanniques se replient vers Dunkerque, où une poche défendue par les Français permet à environ 338 000 soldats alliés, 215 000 Anglais et 123 000 Français, d'être embarqués vers l'Angleterre. Il s'agit de l'opération Dynamo, qui a eu lieu au début du mois de juin 1940. Le 5 juin, la Wehrmacht reprend l'offensive vers le sud. Le 7 juin, le front français est percé sur la Somme. Le 10 juin, sur l'Aisne. Les troupes allemandes atteignent la Seine à Rouen le 9 juin. Déclarée ville ouverte, Paris tombe sans combat le 14 juin. Les troupes de Guderian atteignent la ligne Maginot à partir du 17 juin, prenant les fortifications à revers. Elles seront ensuite capturées suite à la reddition des défenseurs. L'état-major du général Weygand tente d'utiliser la Loire comme dernier obstacle, en amassant toutes les troupes restantes en vain. Les Allemands pénètrent dans Orléans le 16 juin et se retrouvent devant Lyon le 20 juin, devant Clermont, Angoulême et Bordeaux le 24. La déroute n'était pas seulement militaire, elle était aussi administrative et humaine. L'État vola en éclats et des millions de Français fuirent à l'avancée de la Wehrmacht. Un premier exode débuta dès le 10 mai pour les populations belges et du nord-est de la France. Puis un nouvel exode se mit en place en juin avec les populations du nord de la Loire. Près de 8 millions de Français ont donc rejoint les régions du sud de la France, encombrant les routes et ajoutant un spectacle lamentable à la déroute des militaires. Le gouvernement français a pris également le même chemin. Il a quitté Paris le 11 juin pour se replier dans les différents châteaux de Touraine, avant de gagner Bordeaux le 14 juin. Le président du Conseil, Paul Reynaud, fut ensuite remplacé par le maréchal Pétain, qui demanda un armistice, qui fut signé à Retonde le 22 juin, dans le même wagon utilisé par les Alliés en 1918. L'armistice entra officiellement en vigueur le 25 juin. La France se retrouva alors coupée en deux, les 3/5 du territoire étant occupés par l'Allemagne, qui annexa de nouveau l'Alsace-Moselle et une partie du nord de la France, rattachée à la Belgique occupée, le reste étant une zone dite libre. Hitler se rendit à Paris pour visiter les principaux monuments, donnant lieu à un défilé de la victoire dans Paris occupé. La bataille de France se solda par les chiffres suivants, souvent minorés hélas. L'armée française a perdu au minimum entre 55 et 65 000 soldats morts au combat, pour 123 000 blessés. Côté allemand, on estime à environ 45 000 le nombre de morts. Le ministère de la Défense avance le nombre de 123 126 morts pour la France durant cette brève campagne. Cela regroupe les militaires, mais également les civils qui ont participé aux batailles. Ce chiffre représente à lui seul près de 10% de la totalité des morts de la Première Guerre mondiale, et ce en seulement 6 semaines. Avant toute chose, je me dois de vous prévenir de certains éléments. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira pour constituer votre uniforme. En aucun cas, je n'ai la prétention de remplacer des livres, des magazines spécialisés ou même des recherches sur Internet. Si je fais des erreurs, ce sera peut-être le cas, n'hésitez pas à les commenter dans la partie commentaires qu'il y a en dessous. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et évidemment, ce n'est qu'une
proposition de présentation. Il peut y en avoir plein d'autres pour cet uniforme et j'ai choisi personnellement de vous présenter cette configuration. Et ceci pour vous éviter une vidéo qui durera 2 heures et qui coûterait des milliers d'euros. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments que je porte dans la description de cette vidéo, accompagné du timing correspondant. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, en bien ou en mauvais, puisque c'est aussi grâce à vous que j'en apprends sur des uniformes que je vais présenter. Le pantalon modèle 1138 est apparu à partir de l'hiver 39-40, porté par tout l'effectif non monté et parfois par certains hommes de la cavalerie. Il est réalisé en tissu peigné de nuance kaki et une forme de culotte de golf bouffante au genou. Elle dispose de passants au ceinturon pour pouvoir y accrocher une ceinture, ainsi qu'une martingale. Le bas des jambes est complété par une manchette en drap, serrée au moyen d'un lacet passant dans des œillets. Il s'agit ici d'une base de pantalon M35 retaillée pour correspondre au modèle M38. La chemise M35 est la chemise réglementaire portée sous la capote ou les vestes, suffisamment travaillée pour être portée seule en tenue de cantonnement. En fonction des fabrications, il y aura des teintes différentes. Elle comporte 2 poches de poitrine et ne dispose pas de pattes d'épaule. Elle se ferme par 3 boutons sur l'avant et est réalisée en coton. Il s'agit ici d'une conversion d'une chemise M48 vers un modèle M35, réalisée par un ami, d'où l'absence de boutons sur l'extrémité des pointes et sur l'arrière du col, qui devrait être présent. Une pièce carrée de tissu de 6 cm de côté, placée sous l'ouverture du torse, devrait recevoir les marques de corps de troupe et le matricule. Les brodequins modèle 1117 sont portés à partir de février 1118 jusqu'en 1139, sans la moindre modification. Ensuite, il pourra y avoir des modifications au niveau du cuir employé, cuir granulé, cuir fauve, cuir noir. La matière principale était le cuir retourné couleur fauve. Les lacets sont en cuir, mais ceux en coton sont autorisés depuis 1912. Ils sont cloutés sur tout le plat de la semelle et également sur le talon. Il s'agit ici de brodequins français M45 qui ressemblent aux brodequins modèle 1117, à ceci près que la coupe change légèrement. Il n'est pas simple de trouver des brodequins français modèle 1917 pointure 44 en bon état, d'où l'utilisation d'un modèle après-guerre. Les bandes moltières ont été utilisées par toute l'armée française à partir de 1115. Celles-ci sont en drap kaki et font une longueur de 220 cm pour une largeur maximum de 14,5 cm. Les 2 bandes sont symétriques et possèdent un renfort en basane ou en toile forte sur la partie au contact de la chaussure. L'autre extrémité reçoit un ruban d'attache en coton d'une longueur de 150 cm, afin de pouvoir fixer la bande sur le mollet. Il est conseillé de rajouter un crochet à l'extrémité de la bande pour l'attacher plus facilement. La capote pour la troupe modèle 1120 était tout d'abord en drap couleur bleu ou moutarde, puis couleur kaki et bleu foncé pour la tenue de sortie des chasseurs. Il s'agit du vêtement le plus représentatif de la campagne de France. La capote a une coupe croisée, elle dispose de 2 rangées de 6 boutons. La fermeture est complétée par un crochet au col. De chaque côté, une ouverture permet l'accès aux poches du pantalon et une poche de chaque côté est équipée d'un rabat. Le bas du manteau est équipé de boutonnières afin de pouvoir rabattre les pans sur les côtés à l'aide d'un bouton présent sur chaque côté des hanches. Des pattes de colle permettent de cacher les insignes d'unité rendant anonyme la capote. Les pattes d'épaule de tenue de campagne permettent d'empêcher que la bretelle du fusil et des équipements ne glissent. En général, elles sont distribuées par 2, mais certains soldats n'en toucheront qu'une seule, voire même pas du tout. Elles sont faites dans la même matière que la capote, elles sont couramment appelées rouleaux. Il s'agit ici, là encore, d'une conversion de modèle après-guerre 1947 à un modèle de troupe 1920, pour éviter d'endommager du matériel original lors de reconstitution. Un bonnet de police, couramment appelé calot, est une pièce de laine taillée pour venir couvrir la tête lorsque le casque n'est pas porté. Le modèle 1118 est reconnaissable, car il forme un rectangle une fois posé à plat. Il aura donc des pointes, contrairement aux modèles qui viendront ensuite où les pointes seront repliées. Une bande de transpiration est présente à l'intérieur pour éviter que la laine n'irrite le front. Le casque Adrien modèle 26 est une évolution du casque modèle 15, utilisé pendant la Première Guerre. Il est caractéristique du soldat français et n'a subi que peu d'évolution entre le modèle 15 et le modèle 26. Il comporte une jugulaire en cuir réglable par boucle coulissante, et l'attribut à l'avant est du type modèle 15, remplacé ensuite par une rondache modèle 37, comme ici. Il sera fabriqué de 1926 à 1945 et distribué jusque dans les années 50. Réalisé en acier au manganèse pour permettre au casque de se tordre au maximum sans se briser, il est d'abord de couleur kaki brun dit chocolat, puis vert kaki. La coiffe en cuir repose sur 4 lames ressorts accrochées grâce à des agrafes cousues. Il existe 3 tailles de coque et 9 tailles de coiffe, allant du 54 au 62. Portée en permanence au poignet gauche, la plaque d'identité permet d'identifier le soldat lorsqu'arrive son décès. On y notait le nom et prénom usuel ainsi que sa date d'incorporation sur une face, l'autre face ayant les informations sur le numéro de matricule et son lieu de recrutement. Ici, Louis Perrault a été engagé en 1929 à Guingamp. Le ceinturon modèle 1903-14 est distribué à toute l'armée française et n'a pas évolué entre la Première et Deuxième Guerre. Il s'agit d'un modèle original que mon grand-père m'avait offert.
Ce ceinturon permet de porter 3 cartouchières modèle 1916. Celle dans le dos n'était pas forcément obligatoire car pas pratique. Elle peut donc être remplacée par un passant coulant qui comporte un crochet et un anneau pour y accrocher la musette et la gourde. Le porte-baïonnette modèle 1888 est placé sur le ceinturon afin de transporter la baïonnette 1886-15 et ses dérivés. Le trou du porte-baïonnette est destiné à accueillir une patte de la capote, à verrouiller à l'aide du bouton prévu à cet effet. Je ne l'ai pas fait ici par souci de praticité. Enlever le breulage devient plus long s'il faut ajouter une patte. Les bretelles de suspension modèle 1892-1914 viennent maintenir le ceinturon sur les épaules. Elles sont accrochées aux cartouchières 1916 par des crochets métalliques. Le modèle après-guerre n'a pas changé par rapport au modèle de la Première et Deuxième Guerre, c'est donc ici un équipement post-1945. Le bidon modèle 1935 est une évolution du modèle 1877. Le petit goulot a été supprimé. L'enveloppe est faite en toile kaki, bien qu'on puisse retrouver des bidons peints en verre, sans enveloppe. Il peut utiliser 2 sanglons avec des mousquetons, pour l'équipement 1935, ou une courroie identique à celle du bidon modèle 1177, comme celle-ci. Le bidon se ferme par un bouchon en liège, relié au bidon par une chaînette. La musette destinée à contenir l'ANP31 est portée sur le côté gauche. Il contient le masque à gaz spécial, le tuyau flexible, une cartouche filtrante ainsi que des verres de rechange. Une première sangle permet le port en bandoulière, une deuxième, avec mousqueton, permet le port ventral afin de pouvoir porter le masque tout en gardant la cartouche dans la musette. Cette musette sert à transporter du matériel supplémentaire qui n'aurait pas trouvé sa place dans l'as de carreau. Étant donné que la musette est plus facile à ouvrir et à utiliser que l'as de carreau, j'ai choisi d'y placer la gamelle M35, le quart modèle M35 et le quart modèle 1888. La musette se ferme à l'aide de 2 boutons et la sangle est réglable grâce à une boucle à 2 ardillons dite boucle Malakoff. Le havre-sac modèle 1893, surnommé As de carreau, est l'avant-dernier sac d'une grande collection qui va remplacer tous ses prédécesseurs. Il est d'abord utilisé pendant la Première Guerre, malgré son manque de praticité vis-à-vis de ses homologues étrangers, plus souple et plus pratique d'emploi avant d'être utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il contient le linge de rechange, les nécessaires d'entretien et de toilette, le matériel pour nettoyer le fusil, un sachet de pansement médical et divers ustensiles de cuisine que les soldats se répartissaient. Au-dessus et sur les côtés prennent place différents équipements. Cet ensemble piqué cordeau de tirage, toile et mât permettent aux soldats de se constituer une moitié de tente. L'autre moitié était transportée par un autre soldat. Si un homme isolé peut se constituer un abri avec sa toile, il faudra 6 toiles, 4 pour le toit et 2 pour les portes, pour réaliser une vraie tente pour 5 à 6 soldats. Une fente est également présente pour pouvoir convertir la toile en poncho. Des bandes sont cousues sur les côtés pour permettre d'ajouter un camouflage naturel, mais ces rubans peuvent être absents. Le seau à eau en toile est un élément indispensable pour la toilette. Il est transporté à l'extérieur du sac, car il serait difficile de le placer à l'intérieur avec l'ensemble des équipements transportés dans le sac. La gamelle individuelle modèle 1152 est emboutie en acier étamé. Elle possède des passants fixés par rivetage ou soudure, et le couvercle est retenu à un des passants par une chaînette. Depuis 1815, cet ustensile est complété par un plat qui s'emboîte dedans, fourni avec une poignée. La courroie permet de fixer le seau et la gamelle sans jamais empêcher l'ouverture du sac. Attention à bien mettre la sangle dans le bon sens en utilisant les anneaux métalliques du havre-sac à bon escient. Le fusil Berthier 0715, modifié 1916, est le fusil le plus répandu durant la campagne de France de 1940. Son prédécesseur, le fusil 0715, avait comme principale faiblesse sa capacité du magasin. 3 coups, alors que le Lebel en a 8 voire 10. Mais très long à garnir. Ainsi, début 1916, un magasin est ajouté pour pouvoir contenir des clips de 5 cartouches. Ainsi, le nouveau fusil est appelé Berthier modèle 1916 ou 0715 M16, lorsqu'il s'agit d'une conversion. La modification n'empêche pas l'utilisation des clips de 3 cartouches, bien sûr. En 1920, les organes de visée sont modifiés, et en 1932 aura lieu une modification des cartouches, entraînant un réalisage de la chambre. Les combats de juin 40 seront les derniers en première ligne. L'occupant raflera les stocks des arsenaux et préférera ce fusil au Lebel pour équiper ses troupes de seconde ligne. D'un poids de 4,2 kg, il peut accueillir la baïonnette présentée précédemment, pour atteindre une longueur totale de 1,85 m. Sa portée pratique est de 250 m, pour une portée utile max de 2000 m. Avec beaucoup d'entraînement, on peut tirer 15 à 20 cartouches par minute. Il s'agit ici d'un 0715 M16 en catégorie C, parfaitement légal, car son propriétaire dispose d'une licence de tir. La réputation de l'armée française de 1940 a très longtemps été mauvaise. Encore aujourd'hui, les pays anglo-saxons font souvent des blagues sur le courage des Français. Exemple de blagues que l'on peut retrouver dans les commentaires de certaines vidéos. Qu'est-ce que 200 000 mains levées? 100 000 Français qui se rendent? Ou alors, les chars français ont une vitesse pour leur marche avant, mais 5 vitesses pour la marche arrière et 5 rétroviseurs.
Pourtant, la bataille de Stone prouve que l'armée française était à la hauteur de l'armée allemande et sa stratégie aurait pu la faire gagner. Cette bataille mobilisa 90 000 Allemands et 300 chars, contre 42 500 Français et 130 chars, et ces soldats par la perte de 33 chars français et 24 chars allemands pour 7 500 pertes françaises contre 26 500 Allemands, ce qui constitua la bataille la plus meurtrière pour les Allemands durant la bataille de France. Le général Hermann Hoth a écrit après la guerre qu'en retardant l'intervention et en n'engageant pas toutes les forces blindées dont disposait le général français Jean Flavigny, les Français manquèrent une occasion favorable. Cette contre-attaque, menée de façon résolue, eût pu changer la défaite en victoire. Churchill fera l'éloge de l'armée française. Le général Rommel demandera d'ailleurs à ses subordonnés de fournir la même ration d'eau aux prisonniers français, épatés devant la combativité dont ils avaient fait preuve. Nous ne parlerons pas de la bataille des Alpes, qui pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière, tellement le sujet est intéressant et la victoire est glorieuse pour les Français. Mais la confusion alimentée par le haut commandement a entraîné la déroute de l'armée française. Celui-ci a capitulé de manière prématurée après avoir été dépassé lors de la campagne de France. Ainsi, des soldats français ont été vus dans les trains en direction du sud de la France, en train de s'habiller en civil, au cas où des Allemands les trouvent. Cet acte montre bien que la grande majorité des soldats, perdus, sans ordre, ont déserté leur poste. Voici un extrait de témoignage décrivant la confusion de l'exode et de la retraite, trouvé sur le site de la Croix. Les chars français reculaient avec des débris humains dans les chaînes. Les conducteurs étaient noirs comme des ramoneurs et hébétés. On a vu des jeunes femmes avec des gamins demander de les fusiller, puisqu'on ne pouvait les emmener avant que les Allemands arrivent. J'ai vu des espionnes se mêler avec des soldats. Trop de questions étaient posées. Où allez-vous? Quelle compagnie? Combien êtes-vous? Lorsque le capitaine de Montmarin apprit tout cela, elles étaient parties après avoir passé la nuit avec les gars dans la paille. Il piqua une colère. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à découvrir le travail de Hugo Bimard sur sa chaîne Confessions d'Histoire, je vous la recommande tout particulièrement. Je tiens également à remercier Baptiste, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, d'abord pour m'avoir fourni cet uniforme donc, il y a très longtemps, puis pour m'avoir aidé à du coup décrire cet uniforme devant vous, pour vous. Je tiens également à remercier mon père, sans qui, là aussi, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'au final, vous présenter des vidéos d'uniforme, c'est aussi partir de zéro. Par exemple, pour cet uniforme-là, je suis parti de zéro il y a quelques années, pour finalement en apprendre plus au fur et à mesure, pour vous présenter une vidéo qui, je l'espère, vous apprendra plein de choses. Donc, merci à tous ces soutiens, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de répliques, d'uniformes ou de jeux de société. Salut! Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Allez, venez! Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Comme ça? La main dans ce sens-là, et vers l'extérieur. J'ai glissé, chef!